Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, Dominique Farrugia, dans ce nouveau rendez-vous de notre événement autour de cette question, juif et une profession. Ce soir, nous accueillons évidemment un producteur, un réalisateur, un comédien, un chef d'entreprise. Vous avez sans doute perçu dans mon attitude il y a quelques secondes à votre égard la réaction du directeur de l'Écuche, d'une institution culturelle, mais aussi du grand fan, et dans cette réaction, une certaine distance. Alors que vous-même, oui, vous, dans un passé pas si éloigné, vous n'hésitiez pas à vous prévaloir d'être un nul parmi les nuls. À ma grande surprise, ce qualificatif substantivé ne vous a jamais empêché de produire, même de beaucoup produire, de réaliser des comédies ultra célèbres comme la liste des comédiens que vous avez accompagnés et que vous avez mis au service de l'humour, de cet humour décapant que vous maniez avec maestria depuis plus de 40 ans. Mais Dominique Farrugia, je vais vous laisser avec Virginie Gage, au bon soin de Virginie Gage. Et pour ma part, je vous invite, à vous qui nous suivez, à poser vos questions que je relayerai tout à l'heure d'ici une petite heure pour que Dominique Farrugia vous réponde. Virginie, ça va? Ça va très bien. Moi, je suis comme toi. C'est un immense honneur, Dominique Farrugia, de vous recevoir. Toutes les semaines, mes filles me disent alors, tu reçois qui? Et j'essaie de leur expliquer ce que l'invité a fait et ce qu'il représente pour moi. Et j'avoue que les mots me manquent parce que ma grande a 13 ans et c'est à peu près l'âge que j'avais quand je vous regardais avec mes parents dans Nulle part ailleurs le soir. Et j'avoue que mes parents riaient à des blagues qui m'échappaient complètement. C'est-à-dire que pour moi, c'était une grande frustration parce que je sentais qu'il y avait dans ce que vous produisiez un truc assez dingue et moderne et qui m'échappait. Et donc, comme toutes les frustrations, le jour où j'ai compris une vanne qui avait fait rire mon père, je me souviens très bien, c'était pour la mort d'Yves Montand. Alain Chabat dit comment t'as passé ta semaine à Chantal Lobby? Elle dit j'ai perdu mon temps. Il dit bah, tout le monde a perdu mon temps. Et là, j'ai compris et j'ai eu l'impression de rentrer dans une autre dimension. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi un peu intello et donc parfois un peu cons qui ont tendance à critiquer la télévision. Et moi, en vous regardant dans Nulle part ailleurs ou dans Les Nuls, l'émission, ou plus tard sur Comédie, ça m'a permis finalement de m'émanciper et je trouve qu'on ne le dit jamais assez. La télévision a ce rôle-là pour certaines classes populaires dont je fais partie. Et vous faisiez tellement partie de mon quotidien que je dois bien avouer que la perte de Bruno Carrette a été finalement le premier deuil cathodique et que j'ai vécu. Voilà tout ce que vous représentez pour moi et c'est pour moi donc un immense honneur de vous recevoir. Vous êtes finalement un modèle de tout, de réussite, de drôlerie, d'humanité, de ténacité, d'élégance. Oui, parce qu'il en faut pour avancer, créer malgré la maladie, la douleur, sans en faire état comme vous le faites. C'est pourquoi ce sera finalement l'objet de ma première question, Dominique Farrugia. Pardonnez-moi cette question un peu triviale, mais comment est-ce que vous allez? On a vu que vous avez beaucoup maigri puisque vous avez posté une photo sur Instagram. Mais je vais Comment bien. allez-vous? Mais non, mais je vais bien. J'ai perdu 45 kilos, 47. Voilà. Non, non, ça me permet de me relever. Ça me permet. Alors, malheureusement, le confinement m'empêche un peu de sortir et c'est un peu dommage. Mais non, non, ça va pas trop mal. J'ai pas à me plaindre. Il y a des gens beaucoup plus mal que moi. J'ai la chance de faire un métier. Je peux exercer assis, donc c'est agréable aussi. Voilà. On parlait des nuls et je suis très fier de mon passé nul. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est c'est presque loin derrière moi et on me rappelle plein de choses là en ce moment, c'est assez marrant. Des choses que j'ai oubliées. J'ai commencé les nuls, j'avais 25 ans. J'en ai 58 aujourd'hui. Donc, j'ai fait plus longtemps producteur que, que les nuls. Et c'est assez marrant. Mais on me ressort des choses que j'ai vraiment oubliées. Donc, là, sur Canal, c'est marrant. Ils ont pas, sur MyCanal, il y a tout un truc, les nuls, avec plein de sketchs. J'en ai revu certains, je me suis dit, oh là là, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est très C'est difficile. frustrant pour vous qu'on vous Non, rappelle non, c'est constamment pas ce que du tout vous avez frustrant, bien fait? au contraire. Non, non, moi, je suis très heureux
d'être ce que je suis, d'avoir travaillé avec les gens que j'aimais et que j'aime toujours. Euh, je ne renie aucune des choses que j'ai pu faire dans ma vie, bien au contraire. Ça a été une formidable école. Si on a fait tout ça, c'est aussi parce qu'on avait des patrons incroyables qui nous laissaient faire ce qu'on voulait. Euh, et, euh, et peut-être aussi une période bénie où les réseaux sociaux n'existaient pas, donc on n'osait pas tracher dans la minute où le sketch était passé. Oui, puis il n'y avait pas médiamétrie à l'époque. Enfin, vous n'étiez pas. Ah si, si, après il y a eu On mesurait médiamétrie. l'audience de Kamal à Bien sûr, l'époque. oui, oui. Alors, mais j'étais pas en noir et blanc, hein, c'était Non, non, mais voilà, j'ai pas dit ça. c'était les années J'ai 80. pas dit ça. Vous sentiez à Euh, l'époque que vous Bien créiez sûr, non, quelque mais vous chose qui savez allait quoi? rester? Vous ne savez jamais que ce que vous êtes en train d'écrire va rester. Et grâce à Dieu, heureusement. Parce que sinon, on aurait une tronche déjà qu'on a tendance, quand on est un artiste à la télévision, de prendre vite le boulard. Mais là non, non. On a écrit un film qui s'appelle La Cité de la Peur et on a fait ça totalement inconsciemment. On a écrit des vannes et on a écrit une histoire. Et 26 ou 27 ans après, les gens continuent à le regarder et continuent à l'aimer. Et il y a Comment 2 ans, vous l'expliquez ça? j'en sais rien, je ne sais pas. Et je ne C'est quoi? C'est un presque, je vous... miracle? Il y a un truc Non, incompréhensible, vous inexplicable? savez quoi, je ne veux pas le savoir. Parce que d'une part, quand j'ai appelé Alain Chabat pour lui dire, écoute, on est invité à Cannes, ce serait bien que tu viennes, il fera, je ne sais pas. Je lui ai dit, quelle chance tu as d'avoir un film à Cannes dans les 10 prochaines années? Il m'a répondu aucune, ok, je viens. Voilà, c'est tout. C'est fou d'aujourd'hui d'avoir ce succès-là auprès d'une jeunesse qui ne connaissait pas l'époque et regarde même plus les pubs. Donc, alors qu'il y a une fausse pub dans le film. On a une chance folle, c'est que tous les films dont on parle ou qu'on parodie sont devenus des classiques. Coup de cul, voilà. Et on a eu 2 chances dans notre vie. On a une chance, c'était d'être en phase avec la génération qui nous regardait quand on était les nuls. Et une autre chance, c'est de choisir des parodies de films qui continuent à être vus aujourd'hui, donc dans notre film. Voilà, il faut parfois croire en son destin et il était là, notre destin. Alors, Gad le disait, vous êtes comédien, réalisateur, scénariste, producteur. Comment est-ce que vous vous définiriez finalement, ou est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas? Euh, Moi, je suis surtout un auteur, réalisateur, producteur. C'est avant tout, voilà, je ne suis pas du tout comédien, je ne joue pas à la comédie, ou alors je joue 2 minutes dans un de mes films, mais c'est tout. Je suis celui des nuls qui a réalisé le plus de films et celui qui a fait le moins d'entrées, donc ça relativise tout. Euh, et euh, et non, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens formidables dans ma vie, je les ai accompagnés, j'ai réussi à dénicher des talents formidables. Ça va des Robin des Bois, en passant par Franck Dubosc, en allant jusqu'à Manu Payet. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir une page blanche, et c'est Pierre Lescure qui racontait ça sur Canal. Et c'est vrai que j'ai une page blanche qui s'appelait Comédie, on l'a écrit à plusieurs. Et c'est ma carrière, c'est tout ça. C'est fait de tout ça. C'est fait de télévision et de cinéma, de rencontres avec le public, de mauvaises rencontres avec le public, de pas de rencontres du tout avec le public aussi. Donc voilà, c'est des hauts et des bas. Voilà, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que je fais. Voilà, aujourd'hui, je suis à la tête d'une boîte qui s'appelle Endemol Fiction et je fais de la série et des films pour plateforme et pour la télé. Et je suis très heureux de faire ça parce que c'est un nouveau challenge. Voilà, j'ai décidé de faire ça à 57 ans. Et je trouve que c'est toujours bien les challenges tardifs. Entre produire et réaliser, vous aviez une préférence? Vous avez une préférence ou pas? Parce que c'est quand même Non, deux mais activités complètement oh, différentes. Vous oh, avez ouais. 7 films quand même à votre actif en tant que réalisateur. Non, non, mais je pense que je suis trop hyperactif pour réaliser et ne faire que réaliser et écrire parce que ça prend trop de temps. J'ai besoin de faire d'autres choses. Donc, produire, c'est le meilleur moyen de faire, de fabriquer, de rencontrer les gens. Ce que je vous disais tout à l'heure, on apprend à lire et à compter. Donc, c'est super. Et puis, parfois,
il y a un truc qui vous tombe, c'est une histoire, et vous en parlez avec des auteurs, et puis les auteurs rebondissent, et voilà. Et j'avais envie de parler d'un fils de Tunisien à qui ce mec avait jamais réussi à dire je t'aime à son père dans les années 80. J'ai fait bis et c'est Franck Dubosc qui a joué le rôle, qui n'est pas tunisien du tout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et c'était amusant d'arriver à faire passer tout ça. Et j'ai perdu mon père pendant la promotion de ce film. Ce qui fait qu'il ne l'a jamais vu. Donc voilà, parfois il y a des choses comme ça qui vous tombent. C'est ce que j'aime dans ce métier. Vous croyez au destin? Parce que là, vous nous dites, on vous écoute, on a l'impression que ce parcours, finalement, c'est simple, c'est beaucoup de coups de chance dans la façon dont vous le racontez. Vous savez, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Il y a plein de gens qui... j'ai pas le bac, j'ai le BEPC. Et je ne l'ai même pas passé. On me l'a donné. Vraiment. Ah bon? Comment ça se fait? Parce que cette année-là, ils le donnaient. Donc, je suis tombé la bonne année, ils me l'ont donné. À partir de là, des rencontres formidables. Voilà, je dois avoir du talent, mais j'ai aussi le talent de rencontrer les bonnes personnes et on m'a fait confiance aussi. C'est important. Donc, il faut, pour moi, remercier beaucoup la Providence parce qu'elle n'est pas tout le temps là. La Providence, c'est quoi? C'est Dieu? Oui, mais je n'allais pas parler de ça. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. On peut en parler maintenant ou on ne peut pas en parler maintenant? Non. Même si c'est l'écu, c'est extrêmement privé, mais je suis quelqu'un qui croit à sa façon et qui croit à sa manière, mais qui croit. J'ai entrepris de faire du Talmud Torah à 50 ans, donc c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de... On salue Gabriel Farid, qui est un peu à l'entremetteur de cette rencontre, et je sais que vous êtes très proche. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entamer cette recherche? C'est d'aller retrouver mes racines que j'avais laissées de côté et j'avais besoin de retourner, de me tourner plus fort vers le judaïsme. Et puis j'ai deux filles et c'était important qu'il n'y ait pas que leur mère qui transmettent. On a reçu il y a quelques semaines une influenceuse journaliste qui s'appelle Julie Mamoumani, qui a un nom très juif et dont la mère n'est pas juive et qui nous a raconté avec beaucoup de délicatesse que c'était très compliqué d'être parfois issu d'un mariage mixte, même s'il y a beaucoup d'amour, on a une espèce de conflit de loyauté avec le parent qui est juif ou catholique. Vous avez ressenti ça, vous, de votre côté, ou pas du tout? Alors, bon, moi, j'ai été élevé par mes parents dans une sorte d'amour formidable. Mon père était extrêmement catholique. Ma mère croyait en peu de choses. Ma mère a porté l'étoile pendant la guerre. Je me suis toujours senti juif. Donc, en partant de là, c'était normal que j'y retourne. Et puis, j'ai rencontré Gabriel Farid, qui est un rabbin extraordinaire. Et c'est une rencontre très étrange. Je le rencontre pour la nomination de mes filles. J'avais envie qu'elles soient nommées, j'avais envie qu'elles aient un prénom hébraïque. Et on s'est entendu tout de suite. Et d'abord, ça a été d'aller faire du Talmud Torah. Et après, c'est de passer, alors que ma mère est juive, à une conversion totale. Et c'est ça qui me plaît. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Si votre mère est juive, cette conversion, elle est pourquoi? Elle est pour être élevée dans la tradition, pour renouer avec la tradition et pour comprendre des choses que je ne comprenais pas. Voilà, c'était pas pour avoir une ketouba cachère, hein. C'était véritablement pour aller vers quelque chose qui m'est profondément. Je suis très attaché à ça, je suis très attaché aux valeurs. Je l'ai dit déjà, moi, par exemple, j'adore Kippour et la ferveur de Kippour. Et ce qui m'a manqué le plus pendant l'année qui vient de se passer, c'est de ne pas aller à la synagogue le jour de Kippour. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe de dingue ce jour-là. Voilà. Et j'ai été tout seul
j'étais tout seul avec mon talit dans mon bureau. Mes filles sont venues à la fin. Voilà, c'était rigolo. Et je regardais Zoom. Hein. C'était un grand n'importe quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous avez toujours été, vous êtes toujours senti très juif. Est-ce que finalement, ce travail que vous faites aujourd'hui, c'est pas une façon de mettre du sens dans quelque chose d'instinctif, de mettre de la raison, du fond dans un sentiment très fort que vous n'expliquiez pas peut-être? Non, mais quand vous n'avez pas été élevé dans la tradition, vous avez besoin de trouver oui, du sens, mais aussi des valeurs. Donc voilà, c'est pas plus que ça, mais voilà, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est le questionnement. Donc voilà, c'est Et il exactement y en là a où. beaucoup dans notre religion. Mais c'est exactement ça. Mais je pouvais choisir entre le pardon et la culpabilité. J'ai choisi la culpabilité. Et alors, vous le disiez, c'est une religion qui effectivement se pose énormément de questions. Est-ce qu'elle vous a apporté à vous des réponses dans votre vie à vous Alors, de elle tous ne les m'a jours? pas apporté des réponses, mais elle m'a amené sur une voie qui est celle de continuer à se poser des questions et de ne pas avoir totalement la réponse. Mais on parlait, j'ai perdu mon père et ma mère en 3 mois. Et c'était vraiment un moment très difficile. Maman était très, très malade depuis longtemps. Papa est parti d'un coup. Et il y a un psaume qui dit ils sont partis rassasiés de lumière. Rien que ça, déjà, c'est une réponse au départ de vos parents. C'est un réconfort, le culte. Ça peut être un Oui, réconfort, ça peut c'est un être réconfort, c'est de la réflexion. On parlait de Gabriel. Moi, Gabriel et moi, on a des conversations sans fin. Mais c'est ce que j'aime. Voilà. C'est un rabbin éclairé, moderne, mais en même temps qui vit dans la tradition. Et j'adore ça. Alors, vous n'en parlez pas beaucoup, mais enfin, c'est pas secret. Vous êtes atteint de sclérose en plaques depuis 20 ans. Est-ce que 30 ans. 30 ans, pardon, excusez-moi. Voilà. Et est-ce que la foi, la croyance, cette lumière que peut apporter le judaïsme, a apporté aussi ce réconfort Non, parce qu'au contraire, on pourrait dire pourquoi tu m'as fait ça. Donc, oui, bien sûr. Non, mais voilà. ce serait humain d'ailleurs. Non, on n'a qu'un cas. Moi, on n'a aucun mérite à souffrir. Donc, non. Non, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je vis avec. Je pense que c'est plus difficile à imposer aux autres qu'à soi-même, à ceux qui nous aiment. Voilà, ça fait partie de ma vie. Je ne dis pas que c'est quelque chose dont je suis fier et content, hein, mais j'aurais préféré être champion du 100 mètres. Mais voilà, je vis avec. Je ne me questionne pas là-dessus. Mais quand vous découvrez cette maladie, j'imagine qu'on passe par une phase de déni, de peur. Enfin, non. Vous savez, je vais vous expliquer même... très rapidement. Je crois que j'ai été diagnostiqué oui, je devais avoir 28 ou 29 ans et il n'y avait ni Internet et donc on ne pouvait pas aller voir ce qu'était la maladie. Donc je l'ai pris comme elle venait avec ce qu'on me disait. Voilà, pas plus que ça. J'ai vécu avec et j'ai appris à vivre avec. Donc après. Et à aucun moment vous ne vous êtes dit que ça allait bloquer vos rêves, votre envie de faire plein de choses? Je pense au contraire que ça a décuplé mon envie de réussir. Donc voilà, je me rassois pas. Non, ça a décuplé mon envie de réussir, je suis sûr. Mais je suis pas. Ça vous embête d'en parler non, mais c'est pas que ça m'embête d'en parler, mais c'est pas au centre de ma vie. Qu'est-ce qui est au centre de votre vie, Dominique Farrugia, à part le travail, les ma projets? Famille, mes enfants, ma famille, mes enfants, ma vie. Ce que tout d'un coup, à 58 ans, vous basculez dans un monde qui est un monde de vieux. Donc, tout d'un coup, on vous dit que vous êtes vieux, que tout ça, ça m'interroge. Voilà. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans est-ce que je vais encore pouvoir avoir des idées qui plairont aux spectateurs Être en face avec le public, c'est essentiel. C'est essentiel quand on fait de la comédie de faire rire les autres. Ou alors, si on a un comique qui fait pas rire, c'est chiant. Hein.
Ouais, je vous confirme, c'est pas drôle. Mais juste une dernière question sur la maladie, parce que récemment, j'ai vu un tweet de vous. Il y a un internaute sur Twitter, je crois, qui a posté une vidéo, une photo d'un cinéma fermé pour cause de Covid, avec une espèce de rampe d'escalier Avec des bien marches, abrupte. Et ouais. vous avez dit, pour moi, c'est fermé de toutes les façons depuis très longtemps. Non, mais parce que moi, je suis handicapé. Et je parle souvent au nom des handicapés. Je ne parle pas de ma maladie. Je parle au nom des handicapés en disant Paris est une ville Pas pour vous. qui n'est pas faite pour même une femme ou un homme avec un enfant dans un landau. Voilà, basta. Dès que vous avez un enfant dans un landau, vous comprenez comment ça peut être difficile de parcourir Paris en chaise roulante. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas en chaise roulante depuis très longtemps. Hein. J'y suis depuis. Je roule beaucoup en chaise roulante dans Paris, mais avant, je pouvais marcher. Là, il m'est arrivé deux, trois trucs, mais passons. Mais moi, je m'intéresse aux gens qui ont ma maladie, mais qui ont aussi une autre maladie et qui les empêchent de, euh, de vivre leur vie pleinement sans avoir besoin des autres. Donc Et voilà pourquoi est-ce que, vu votre notoriété, vous vous sentez une responsabilité de sensibiliser ou pas? je me sens aucune responsabilité. Je me sens juste le besoin de dire quand ça arrive justement sur Twitter. J'ai la chance d'avoir 280 000 personnes qui me suivent. Donc, mon message peut porter parfois. Mais Paris est une ville implacable pour quelqu'un qui vit en chaise roulante. Oui, les grandes villes de façon générale. Vous avez l'impression quand même que la sensibilisation autour de la Non, non, situation mais des rien. personnes en Non, non, handicap, mais elle avance? non. Non, pas du tout. Non, mais attendez, on va prendre, après on changera de sujet, mais on va prendre il y a quelques stations de métro avec des ascenseurs Ouais. qui seraient accessibles aux handicapés, mais on préfère les fermer aux handicapés parce qu'on a peur qu'ils descendent à une autre station et qu'on ait besoin d'appeler les pompiers pour les sortir. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du Covid et on sait que la culture a beaucoup souffert. Comment vous avez vécu ce qualificatif de non essentiel, vous, Alors producteur, là, moi, réalisateur, non, 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 auteur? mais je vais faire bondir tous mes camarades de la culture, mais c'est terrible pour, euh, c'est terrible pour les théâtres, vraiment, parce que les théâtres avaient vraiment besoin de vivre, mais en même temps, on vit au milieu d'une pandémie. C'est pas rien une pandémie. C'est pas une épidémie, c'est une pandémie, d'accord? Quand on voit Broadway encore fermé, quand on voit Hollywood encore fermé, qui ne tourne pas, nous, on a continué à tourner des films depuis la fin du premier confinement, avec des règles très strictes, mais on a tourné. Alors, c'est très dur pour ceux qui avaient des spectacles et qui devaient les jouer. Je comprends totalement. C'est très dur pour ceux qui avaient des projets et qui n'ont pas pu se faire. Je les comprends totalement. Après, je trouve que l'on a été plutôt pas trop mal aidé. Euh, on a pu tourner, ce qui est dingue. Et notre industrie du cinéma ne s'est pas arrêtée, ni de la télévision. Elle ne s'est pas arrêtée. On s'est adapté. Vous regardez la télévision tous les jours. Les émissions, on commence à... Voilà, le public sont des intermittents du spectacle la plupart du temps, donc qu'on paye et qu'on rémunère pour avoir une sorte de public autour de nous. Mais ça fait vivre tout le monde, ça fait vivre des intermittents et ça fait vivre la télévision aussi. Mais On ça ne ne vous a s'est pas pas fait arrêté. bondir qu'on dise que la Mais non, culture mais moi, n'était pas essentielle? Non, moi, ce qui me fait bondir, vraiment, c'est... enfin, moi, j'ai pas envie de mourir. D'accord? Donc, il est sûr que mon travail n'est pas essentiel puisque je ne vends pas du lait, je ne vends pas des aliments, je ne fais pas le ménage, je ne suis pas dans les hôpitaux et j'ai envie de vivre. Donc, j'avais besoin de me faire vacciner, je me suis fait vacciner, je vais recommencer à trouver une vie normale. Ça fait 22 mois que je suis enfermé chez moi. Voilà. Mais je m'en fous du essentiel non essentiel. Pardon pour ceux qui m'entendent et qui vont me hurler dessus, mais euh, c'est très dur. C'est très, très dur. Mais fermer les librairies, par exemple, ça, c'était terrible. C'était terrible. De fermer les librairies et d'empêcher les gens d'aller acheter un livre, c'était terrible. Voilà. Ça, pour moi, c'est terrible.
Le cinéma, on a beaucoup souffert. Beaucoup, 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 beaucoup souffert. Les petites salles ont beaucoup souffert. C'est terrible aussi. Après, voilà, on vit une pandémie. Vous parliez tout à l'heure des gens que vous avez révélés. Enfin, vous ne le disiez pas comme ça, mais moi, je le dis comme ça. Il y a quelques semaines, on a reçu John Elejam qui nous a dit qu'il avait commencé à écrire des scénarios grâce à vous. Je pense aussi à Laurent Lafitte, au Robin des Bois. Comment est-ce qu'on déniche un talent quand on voit quelqu'un? Mais non, on déniche personne. On a des rencontres qui sont spéciales les unes les autres. Vous parlez de John, travailler avec Kev Adams. J'ai déjeuné avec lui, il me faisait rire. Bon, j'ai dit, viens au bureau, on travaillait sur un film pour Kev. J'ai dit, t'as envie d'écrire? Oui, il m'a rendu des feuilles, c'était bien. Et, il a commencé à être auteur. Et John est un garçon délicieux. Lafitte, c'est différent. C'est son agent qui m'appelle en me disant, voilà, tu vas aller, il y a un mec qui joue, tu devrais aller le voir, je pense que c'est toi qui peux le produire. Je suis allé le voir, je suis tombé red dingue du mec, je lui ai dit, il faut couper une demi-heure dans ton spectacle et on y va. Voilà, c'est des rencontres. Mais enfin, vous y mettez les moyens, par exemple, parce que Laurent Lafitte, il vous a dit, moi, je ne peux jouer que dans un théâtre, donc vous vous êtes retrouvé à regarder son spectacle tout seul dans un théâtre. Enfin, non. Vous savez quoi, Laurent Lafitte, il connaît la terre entière. Il a fait la plus belle lecture que j'ai vue avec des stars françaises de Gilles Lelouch. Enfin voilà, il y avait tout Paris dans sa salle. Donc on a loué une salle, on a pris une salle gratos d'ailleurs, un lundi soir, on a fait venir du monde, la salle était pleine. Voilà, son spectacle était super. Mais on devait faire une lecture, c'est devenu un spectacle et basta. Mais c'est de la chance. C'est de la chance. C'est des gens qui vous font confiance, vous leur faites confiance. Mais on parle que des gens qui sont connus. Puis il y a eu des échecs aussi. Donc les échecs, on en parle moins parce qu'on les a oubliés. Oui, mais vous en avez fait un livre d'ailleurs. Vous racontiez la plupart des échecs qui était très drôle. C'était pour déconner, mais c'est parce que j'ai un jour, je suis tombé sur un bouquin à la Fnac qui était comment réussir un entretien d'embauche. Et le premier conseil, c'était de noter l'adresse. Ouais. À partir de là, je me suis dit, OK, on peut y aller. On peut écrire un livre, donc vous êtes dit. Ouais, non, mais et puis pareil, je me suis fait aider d'un camarade parce que j'ai toujours 42 projets en même temps, donc j'aime bien me démultiplier, j'aime bien faire beaucoup de choses en même temps. Ça me permet de déguiser ma curiosité et d'aller faire plein de choses que j'aime et voilà, et tant pis si ça marche ou ça marche pas, c'est mieux quand ça marche. D'accord. Je me souviens quand j'ai vu Sous le même toit, donc le film qui est un peu la suite de Delphine 1, Yvan 0. Donc voilà, c'est un couple qui vit sous le même toit alors qu'ils sont en séparation. C'est avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin de mémoire si je ne fais pas d'erreur. Et j'avais vu vraiment quelques semaines après le film de Céline. Qui est toujours aujourd'hui un romancier, qui marche bien, qui me passe un article de Libé et qui disait grosso modo 40 à 50% des gens qui vivent à Paris, qui divorcent, sont obligés d'habiter ensemble parce qu'ils ne peuvent pas racheter autre chose. Cette idée est restée en moi et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je ne travaillerai pas là-dessus? Et moi, directement, je vais écrire une comédie de la même manière que, j'oublie le nom du réalisateur. Cédric Kahn. Bon, non, c'est pas Cédric Kahn. C'est pas Cédric Kahn. Non, je ne sais pas, peut-être. Mais bon, c'est pas très grave. Cédric Kahn jouait dedans, mais c'est pas Cédric Kahn. Ah voilà, d'accord, très bien. Je crois que c'est Joachim Lafosse, mais je crois, mais j'en suis pas sûr. Il y avait Bérénice Bejo et dedans. Et c'est drôle parce que on est tombé sur le même papier, on a fait le même constat. Lui en a fait un drame et moi j'en ai fait une comédie. Mais c'est parce que je sais pas faire autre chose. D'accord. Vous savez, j'aurais adoré être John Ford. John Ford se présentait, est venu un jour à la Directors Guild of America en disant, je m'appelle John Ford, je fais des westerns. C'est la classe. Ouais. Voilà. D'accord. Donc le drame, tout ça, même produire des drames, ça ne vous a jamais. Si. Vous savez, comment vous dire? Si je suis passé du côté série, téléfilm, unitaire, c'est parce que je suis un peu cantonné à faire de la comédie au cinéma et que j'avais envie d'essayer d'autres genres. Et c'est vrai que grâce à la série, on peut le faire.
Et qu'aujourd'hui, au cinéma, ça sera beaucoup plus difficile d'aller faire du thriller, de l'angoisse. C'est des genres qui ont été oubliés au cinéma. Voilà pourquoi j'ai changé de braquet. On m'a fait une proposition formidable. Et grâce à cette proposition formidable, me voilà président de Shine Fiction. Voilà. Vous avez la sensation que l'avenir, c'est les plateformes, c'est Netflix, c'est la série. Il y a non, quelque chose de cet ordre-là, en termes de liberté de produire, en tout cas. Non, mais c'est même pas une liberté de produire. C'est que la pandémie a fait quelque chose de fou. C'est que a accéléré un changement qui devait se faire en 5 ans, il s'est fait en 1 an. Et qu'aujourd'hui, les gens ont appris à consommer de la série, et j'ai très peur pour le cinéma, car je me demande si les gens vont revenir au cinéma tel qu'ils venaient avant le voir. Voilà, j'ai extrêmement peur. Encore une fois, c'est pas parce que je dis essentiel, non essentiel, je me positionne pas. J'aime le cinéma, j'aime mon métier et j'aime les gens qui font du cinéma. C'est fait partie de ma famille. Moi, je pense que c'est ce changement drastique de manière de consommer aujourd'hui des histoires qu'on raconte, elle se fait que par le biais d'un petit écran, plus d'un grand écran. Et ça a accéléré un changement dingue. Et il y a un documentaire que je recommande à tout le monde sur Canal en replay, fait par Didier Alouche. Il y a un producteur américain qui dit lui-même, ce changement fait que avant, j'avais du mal à appeler un agent pour lui dire ton talent va venir faire un truc de plateforme chez moi. Maintenant, les gens lui disent mais pourquoi tu sors au cinéma, pourquoi tu ne fais pas en plateforme? C'est en train de changer, voilà, drastiquement. Ça vous fait peur ou pas? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez peur pour le cinéma. Non, mais j'ai très peur, j'ai très très peur. Et puis moi, j'aime le cinéma, j'aime aller au cinéma, j'aime les gens des salles de cinéma. Eux, ça a été super dur d'être non essentiel. Voilà. En province, il y a énormément de gens qui sont amoureux du cinéma, qui dirigent des grands complexes ou qui dirigent des petites salles de centre-ville, qui sont des amoureux du cinéma. Et on les a privés de leur travail pendant plusieurs mois. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Mais après, j'espère vraiment qu'on s'y retrouvera. Je ne sais pas quelle sera la suite. Mais vous parliez tout à l'heure de l'ère du temps, qu'il faut rester en adéquation avec le public. C'est vrai que si ce public… Moi je vois par exemple ma fille, quand je lui montre des films que j'ai aimés adolescente, comme E.T., comme Retour vers le futur, elle me regarde, elle me dit mais c'est long, c'est… Enfin, est-ce que vous vous demandez pas elle a 13 ans, elle vivra ça différemment dans 5 ou 6 ans. C'est plus aujourd'hui qui va consommer quoi au cinéma. Voilà, c'est vraiment ça. Qui va vouloir aller au cinéma? Vous savez, les comédies romantiques ne marchent plus, les trentenaires, quarantenaires ne vont plus au cinéma depuis longtemps. Et je pense que ça a accéléré encore plus, cette pandémie a accéléré encore plus leur volonté d'aller voir que des films extrêmement choisis. Ils préfèrent garder leur argent pour des sorties comme le restaurant. Là, ils vont prendre une nounou, quelque chose de très convivial. Il n'y a rien de mieux que d'avoir peur ou de rire en salle. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux au monde. Enfin, pour moi, il n'y a rien de mieux au monde. Comme d'aller au théâtre, de rire ou de pleurer, c'est fantastique. Comme je le disais tout à l'heure, je pense à tous mes camarades du théâtre qui ont été privés de travail là pendant plus d'1 an. C'est terrible. C'est absolument terrible pour eux. C'est absolument terrible. Le constat que vous faites là, quel est dans votre rôle de producteur aujourd'hui de contenu, quel est le rôle de la création? Parce que là, on se dit, voilà, il faut faire venir des gens vers des séries, parce que ces gens-là vont mettre leur argent ailleurs. Est-ce qu'il y a encore une part de création ou ça reste que du marketing? Mais non, mais il n'y a pas de marketing de toute façon. Il y a un vieux producteur qui disait, je pense que c'est Claude Berry qui lui racontait ça, qui disait, tu sais, il y a une personne qui sait. Je dis, quoi, qui? Le public. C'est le public qui sait. Donc, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu as beau faire tout le marketing que tu veux, c'est le public qui va voir. Vous mettez un black et un tétraplégique sur une affiche, et 19 millions de personnes vont aller le voir, vous pensez que c'est marketé, ça? C'est juste 2 gens
deux personnes absolument géniales qui s'appellent Nakache et Toledano, qui ont fait un film sublime, qui a su toucher tout le monde. Vous pensez que c'est marketé, ça? En plus, en prenant un type comme Omar, qui n'avait pas la crédibilité qu'il peut avoir aujourd'hui. Bien sûr. Omar, voilà, enfin moi, j'ai une admiration sans borne pour Olivier Nakache, pour Nakache et Toledano. Ces deux mecs sont absolument formidables au sens propre du terme. Ils savent faire leur film sur l'autisme est absolument dingue, absolument dingue. Ils savent raconter des histoires et les faire avec malice et tendresse et drôlerie. Ils savent faire tout ça. Ils savent le faire super bien. Je pense pas qu'il y ait une once de marketing dans leurs films. Et ils vont continuer à faire des films et à avoir du succès. Ça ne les empêche pas d'avoir fait une série sur Arte qui a cartonné. Et ça ne les empêchera pas de faire un prochain film. Voilà. Eux, ça va. Moi, je pense aux petits films. Ces films qui sont pas si petits que ça, qui sont entre 4 et 7 millions d'euros, qu'on avait déjà du mal à financer avant, qu'on ne financera plus. Ces comédies romantiques qu'on ne fait plus au cinéma parce que ça plaît moins. Les thrillers qui sont totalement faits que pour la télé maintenant et qu'on ne fera plus au cinéma. Tout ça, ça va valser. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu les échecs dont vous parliez tout à l'heure? Comment est-ce qu'on vit quand un film ne rencontre pas le public qui a toujours raison, enfin le public qui dit? Vous rentrez chez vous et souvent, vous savez, la tradition fait que ça commence à 9h au Halles, ça donne une petite tendance, puis à 14h Paris, puis à 14h France. Puis là, vous avez une tendance, puis ça s'effrite. C'est plié. C'est plié. Ça dépend. Et parfois, ça s'effrite, parfois, ça s'effrite pas. Voilà. Je suis rentré plus de fois à la maison malheureux que heureux. Voilà. Mais quand ça marche, c'est super. Après, on prend mieux les succès. Et vous avez compris les critiques autour de la dernière cérémonie des Césars ou vous avez trouvé ça exagéré? Non, j'ai pas envie de parler de ça. C'est pas ma vie. En plus, ce sont des gens que j'aime bien. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est aussi ça chacun, qui rend Vous savez quoi? Il y a un truc dingue. Et ce que personne ne voit. Dimanche soir, c'était la cérémonie des Oscars. La cérémonie des Oscars, c'est d'habitude en moyenne 20 millions de personnes qui regardent. Je crois qu'ils étaient moins de 5 millions dimanche soir. Personne n'a vu les films. Donc après, la cérémonie, elle se passe comme elle veut. Personne ne regarde. D'accord, il n'y a pas de souci. Je voulais commencer par ça tout à l'heure. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais le faire sans transition et j'en suis désolée, mais actualité oblige. Moi, je suis obligée de vous parler de la manifestation qui s'est passée dimanche. Pour Sarah Halimi, je voulais avoir votre sentiment par rapport à cette mobilisation. Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur? Est-ce que vous avez l'impression qu'on était encore une fois contre nous? Et je voulais avoir votre sentiment par rapport à ce drame. Non, et à cette décision de justice. J'étais content de voir Berléand parler. Il n'est pas vraiment touché par ça et il en parlait avec. Voilà, c'est une erreur de justice grave. Je suis content d'une part que le gouvernement en ait pris la notion et la valeur. J'ai été content qu'il y ait plus de 20 000 personnes dimanche parce que c'est super. Je pense qu'il y avait beaucoup de juifs, mais il y avait aussi des non-juifs. Et ça fait chaud au cœur aussi. Voilà, je pense que tellement de choses ont été dites que j'apporterai rien au débat. Rien du tout, vous pensez? Même sur la place des Juifs en France, sur votre place en tant que Juif en France, est-ce que vous avez... Non, mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué aujourd'hui de vivre son judaïsme de manière simple parce que aux Zaratora, parce que l'hypercacher. Voilà. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de se dire qu'une dame a été défenestrée parce qu'elle est juive. Donc voilà, c'est difficile qu'un petit garçon qui sort du Talmud Torah planque sa kippa pour rentrer à la maison.
Et sur cette décision de justice, est-ce que vous, ça vous… Non, mais après, la décision de justice, elle est une décision de justice. Je trouve qu'elle est pleine de non-sens. Mais après, elle a été rendue. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que ça n'arrivera plus dans le futur. On ne peut pas revenir sur une décision de justice, malheureusement, tel que c'est fait. Même s'il y a une nouvelle loi qui passe, la loi n'est pas rétroactive. Alors, juste avant de laisser la parole à Agathe, qui va évidemment relayer les questions des auditeurs, je voulais un mot sur Israël. Je voulais savoir quelle place ce pays avait dans votre cœur. Est-ce que c'était quelque chose… est-ce que c'est un idéal duquel vous vous sentez proche Alors, on ne peut pas être juif et dire je réfute l'idéal d'Israël. C'est pas possible. D'accord À partir de là, Israël n'a pas une place gigantesque dans mon cœur car je suis avant tout français et juif. Et nous sommes la seule religion qui, le samedi, prie pour la République française. Voilà. Et ça, on ne le dit pas assez. Cette dimension, c'est essentiel pour vous Mais c'est essentiel d'être français et juif, bien sûr. C'est essentiel de porter haut son judaïsme, mais aussi le pays dans lequel vous êtes né et auquel vous appartenez, avant tout. Moi, je n'ai pas envie qu'on me colle une étiquette d'israélien. Je ne suis pas israélien. Je suis français. Ça signifie quoi pour vous être français? Ça signifie que je suis né à Vichy dans l'Allier, que j'ai grandi dans le 9e arrondissement, que j'ai vécu avec des gens de multiples confessions et que j'ai jamais rien eu un mot j'ai jamais entendu ça à l'arabe, ça le noir ou ça le juif. Voilà. Donc j'aimerais revenir à ça. Vous pensez que c'est possible? J'en sais rien. Je suis pas devin. Dominique Farrugia, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Je vais repasser la parole à Gad. Merci pour ce moment plein d'authenticité. Dominique Farrugia, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en vous interrogeant. La société française a beaucoup changé, elle apparaît comme en crise aujourd'hui. Est-ce qu'il vous semble que l'art, la culture ont un rôle à jouer aujourd'hui pour transformer la société ou répondre à penser ces blessures aujourd'hui? Mais je parlais d'Olivier Nakache. Les films qu'ils font tous les deux avec Eric Toledano sont exactement ceux dont vous parlez. C'est un trait d'union formidable entre des gens et d'autres gens. Quand ils parlent de l'autisme ou quand ils parlent d'un handicapé, d'un tétraplégique, tout d'un coup, ils arrivent à en faire rire. Ils arrivent à vous faire rire et à vous faire pleurer. Quel pont extraordinaire entre les valides et les invalides. Comment regarder l'autre. Moi, je suis fier d'avoir travaillé avec eux. Je suis fier de les compter parmi les gens que j'aime et je pense faire partie des gens qui les aiment aussi. Pourquoi? Parce que ils ont en eux, pardonnez-moi, je m'enlève, ils ont en eux cette dimension justement de trait d'union. Ils ont envie de passer les choses. Et tout à l'heure, on rigolait, je plaisantais avec Virginie en disant si mettre un tétraplégique et un noir sur une photo, c'est du marketing. Non, c'est pas du marketing. C'est au contraire, c'est un magnifique film avec un magnifique souffle. Magnifique souffle. Et puis, après, non, et puis ils sont doués pour tout. Enfin, ouais. Voilà, ce qui fonctionne, c'est qu'ils parlent de ce qui nous rassemble, alors qu'aujourd'hui, beaucoup trop de gens parlent de ce qui nous différencie. Est-ce que vous pensez que c'est là le nœud du problème? Non, je pense pas. Je pense que il faut parler de tout avec tout le monde. Après, la différence existe, donc on va parler de la différence. Mais est-ce qu'on peut rire de la différence? J'en sais rien. Eux arrivent à bien le faire. C'est compliqué de le faire. Je pense qu'il faut le faire. Parlons de l'évolution de l'humour. Vous êtes un maître en la matière, vous en avez inspiré beaucoup.
qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette évolution de l'humour dont certains pensent que les Coluche et les Desproges n'auraient pas leur place aujourd'hui dans le paysage de l'humour? Le problème pardon, je vous coupe, mais cette question, on me la pose tellement que j'en peux plus. Et je vous parle franchement, pardonnez-moi, hein. Si on trouve des gens qui ont le talent de Coluche et de Desproges, tout d'un coup, ça nous changera. Tout d'un coup, ça nous changera. Pour l'instant, on ne les a pas trouvés. Si on les trouve, peut-être qu'ils pourront parler, faire rire tellement de gens que ça passera. Moi, on me parle beaucoup de oh là là, l'esprit canal, c'était drôle. Ouais, mais ils sont où les nouveaux inconnus? Ils sont où les nouveaux nuls? Je les ai pas vus là, pour l'instant. Je les ai pas trouvés. Donc, je pense que on est beaucoup dans le c'était mieux avant. On est beaucoup dans est-ce qu'on pourrait faire. Mais maintenant, je pense qu'il faut se poser une question qui est très importante, c'est est-ce qu'on a le talent? Et vous pensez aujourd'hui que cette dynamique nouvelle autour du one-man show, autour du stand-up, n'est pas à même de donner un espace à ces nouveaux talents? Mais si, mais moi, il y a des gens qui me font mourir de rire, mais qui ne sont pas là-dedans. Vous prenez Ahmed Silla, Alban Ivanov, toute cette nouvelle génération que j'adore, mais ils ne sont pas du tout dans une revendication identitaire ou une revendication. Ils sont là pour faire rire. Basta, basta. Et je vous assure, on a besoin de rire. Une question sur le judaïsme. Vous en avez parlé, vous avez parlé de la dimension spirituelle, du culte également, de ce qui pouvait vous intéresser. David parle également d'une dimension culturelle forte du judaïsme. Est-ce que c'est celle aussi que vous défendez? Oui, j'ai vu un documentaire très intéressant sur les séries israéliennes qui se vendent partout à l'étranger. Et une autrice disait, nous sommes le peuple du livre, chacune de nos fêtes est basée sur une histoire. On sait raconter les histoires. Voilà, je pense que cette parabole veut tout dire. Je pense que fier de tout ça, on peut raconter des histoires et on peut les faire passer. Je rebondis au passage pour rappeler que l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel organisent une conférence sur les séries israéliennes lundi prochain, animée par une spécialiste, Ayelet Lilti. Une autre question, vos projets. Vous avez aujourd'hui vous avez expliqué quelques-unes des transformations du métier. Finalement, il apparaît que les Netflix, les Prime et autres sont désormais incontournables. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez ou les nouveaux formats ou les formats de demain? Non, non, moi je travaille sur aucun format de demain. J'essaye de vendre mes projets du mieux possible, comme un petit commerçant que je suis, c'est juste ça. Non, j'en parlais tout à l'heure. Ces petites comédies, par exemple, j'ai co-réalisé une comédie qui s'appelle L'amour c'est mieux à deux, il y a une petite dizaine d'années. Et je pense pas que ce film, pourrait le monter aujourd'hui. Parce que c'est un petit film, c'est une petite comédie romantique. Ça a fait plus d'1 million d'entrées, je crois qu'on fait 1,3 million, ce qui est super hein, pour un film avec un tout petit budget. Mais on aura du mal à faire ce genre de film, ce qu'on appelle les films du milieu. Euh, et c'est ça qui me fait peur parce que c'est dommage de les consommer que seul ou à deux devant son écran et plus dans une grande salle. Ensuite, moi, comme je vous le disais, je développe des projets, je suis à la tête d'une société et en bon manager, j'essaye de fouetter les gens avec qui je travaille pour. On m'a appris récemment que bon, on n'avait pas le droit de frapper les gens avec qui on travaille, donc je ne peux plus les fouetter. Je plaisante, bien sûr. Non, non, mais mes projets, ils sont divers et variés.
j'en ai pas un à vous révéler là aujourd'hui. Non, je me répète, mais on n'a pas arrêté. Le métier ne s'est pas arrêté, donc ça, c'est super. Je pense que ça va être de plus en plus difficile de financer ces films. Ça c'est terrible aussi. Une question à propos de votre rapport aux jeunes talents, parce que j'imagine que vous êtes toujours à l'écoute et en veille de rencontres. Si vous deviez citer un ou deux noms inconnus aujourd'hui qui… Je les ai pas. Je les ai pas. Vous savez. Alors, j'essaye de regarder. Je rencontre des gens. J'ai rencontré aujourd'hui, la semaine dernière, deux stand-uppers et une youtubeuse qui sont formidables et qui ont envie de faire des choses. Donc, comme c'est pas signé, je vais pas parler d'eux, mais voilà, si, j'ai envie d'aller vers eux et j'ai envie de faire des choses avec eux. Parce que c'est une relève, ce sont des gens qui sont des trentenaires, qui ont une autre vision du monde, qui vivent différemment de ce que je vis et de ce que je fais tous les jours. Et voilà, ça sera peut-être une série de 8 fois 26 minutes, sûrement pour une plateforme. D'accord. Et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables pour ce métier. Bah, regardez où on est là, tous les trois. On n'est pas dans une grande salle, hein. Non, on aimerait On n'est bien. pas dans une On grande… n'est pas dans une grande salle. On aimerait bien. On espère quand même que vous viendrez à l'Écuge le moment Ah, venu. mais avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur. Mais non, non, voilà, on a la chance d'avoir ces réseaux sociaux. Là, on parle sur Zoom, en même temps, on est en direct sur Facebook. Oui. C'est formidable. J'ai même eu là, je viens d'avoir un SMS de Gabriel Farid, donc, non, il y a 29 minutes, donc, qui nous regarde. Je suis très, très content. Donc, c'est vraiment un ravin très, 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 très high-tech. Très connecté. Très connecté. Et non, mais je pense que les réseaux sociaux sont inévitables parce que c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, on fait avec. Moi, il y en a certains que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais voilà. Mais je continue à m'informer. Je ne m'informe pas que à travers les réseaux sociaux. Dominique Farrugia, je vais faire un dernier relais d'une question de Laurence, qui revient sur un film culte, La Cité de la Peur, et qui vous demande, qui est une fan absolue de cette période et de votre collaboration avec Alain Chabat et Chantal Lobby, entre autres, qui demande si vous avez encore des projets avec vos deux compères. Alors, à part une tournée des EHPAD, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire parce qu'on commence à être un peu Non, âgé. mais un sketch, juste un Non, sketch. non. Je vous dis, à part une tournée des EHPAD, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Les gens, voilà, jouer devant des gens de notre âge. Non. On a fait du mieux qu'on pouvait pendant 10 années, 10 années magiques de ma vie. On est tous passés à autre chose, tant Chantal qu'Alain. Euh, euh, je crois vraiment, vraiment, vraiment que il faut pas refaire ce qu'on a bien fait avant, parce qu'on risque de mal faire. Et là, c'est terrible. On a la chance d'avoir un film qui a duré plus de 25 ans. Voilà. Eh bien, Bon, bah, c'est non alors. Non, mais une fois, j'ai fait une erreur en citant des gens en disant on n'a pas besoin, on n'a pas de problème avec les impôts, nous. Voilà, c'était une boutade. C'était vraiment une boutade et je ne le referai plus. Donc voilà, non. C'était drôle de nous retrouver à Cannes tous les trois pour présenter La Cité de la Peur sur une plage. C'était un moment magique. Et, et avec Alain, on déconnait et Chantal et je disais les nuls font les pads. C'était le dernier truc qui nous restait. Alors, une dernière question, Jonathan. Un conseil de film à voir? Waouh! J'ai pas vu grand-chose comme tout le monde. Hein. Je suis pas allé. Alors, si. J'ai vu un film formidable
parce que je travaille avec la productrice actuellement, qui s'appelle Eiffel, qui va sortir, je crois, courant août. C'est extra. Avec Romain Duris. Voilà, c'est beau. C'est inspiré d'un livre de Caroline Beaugrand qui est magnifique. C'est à voir sur grand écran. C'est magique. C'est une belle épopée. C'est la construction de la Tour Eiffel, une histoire d'amour. Il y a tout ce qu'on aime dedans. Et c'est du vrai cinéma. C'est-à-dire, c'est à voir sur grand écran avec de la musique. C'est Alexandre Desplat qui fait la musique. C'est Bourboulon qui réalise. Non, c'est un film extraordinaire. J'ai eu la chance de le voir dans une salle chez mes amis de Pâté, en projection privée, et c'est extra. On portait des masques. Ça, c'est du grand cinéma. Ça, pour le coup, c'est du cinéma. Mais ça, voilà, ça, là, tout d'un coup, vous allez le voir au cinéma. Le voir sur votre télé, non, ça ne vaut pas le coup. Alors, Dominique Farrugia, comment vous dire que nous aussi, on a fait notre cinéma ce soir grâce à vous. Ah ouais. On va vous quitter en vous remerciant, tout simplement. Infiniment. Merci à vous. C'était très sympa de vous parler. Et voilà, j'ai parlé avec mon cœur, en tout cas. Merci beaucoup. Et ça, c'est dit. Merci infiniment, en tout cas. Voilà, c'est vraiment pour l'espace culturel et universitaire juif d'Europe un très très beau moment. On aura l'occasion de vous inviter lorsque le retour physique dans les lieux sera possible et on vous retrouvera avec bonheur. On va donner rendez-vous à nos amis qui nous suivent pour notre prochain rendez-vous avec Virginie Gage dimanche soir à 19h, où nous recevrons justement, nous en parlions tout à l'heure, Jonathan Béard, qui est l'un des organisateurs du rassemblement. De la manifestation de dimanche dernier. Et on essaiera de voir comment ils ont travaillé, on essaiera de voir quelle est la prochaine étape et on essaiera de voir comment finalement une initiative qui est complètement hors institutions communautaires, les institutions communautaires les ont ensuite rejoints, et bien, a donné cette manifestation de dimanche qui, je crois, était quand même importante et nécessaire pour toute la communauté et pour toute la France, évidemment. Alors, on va vous dire à toutes et à toutes bonne soirée, Dominique Farrugia. Bonne soirée. Merci à vous, merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.